Candidat à sa propre succession pour la prochaine élection présidentielle au Soudan, le président Omar el-Béchir a accepté de se retirer du pouvoir par le verdict des urnes. La Cour pénale internationale a confirmé ce vendredi en appel l'acquittement du Congolais Mathieu Ngudjoloshui, accusé d'avoir dirigé une attaque contre un village de la RDC en 2003. Le chef du gouvernement libyen met en garde contre l'expansion du groupe État islamique dans son pays, une expansion qui pourrait, selon lui, atteindre l'Europe. À l'instant, les principaux titres à développer dans cette édition, mesdames, messieurs, bienvenue à tous. Candidat à sa propre succession pour la prochaine élection présidentielle au Soudan, le président Omar el-Béchir a accepté de se retirer du pouvoir, mais seulement par des urnes. C'était lors d'un rassemblement des militants de son parti dans le cadre de la campagne électorale à Ouad Madani, au sud-est de Khartoum. Les images. Le président soudanais Omar el-Béchir, candidat à sa propre succession à l'élection prévue en avril prochain, a annoncé jeudi qu'il démissionnera s'il est battu lors de ce scrutin, boycotté par les principaux partis de l'opposition. Il l'a fait savoir devant une foule enthousiaste lors d'un meeting de sa campagne électorale. Je me retirerai, mais par le verdict des urnes. Le peuple soudanais détient le pouvoir et choisit qui gouverne et qui les représente par le biais des urnes. Omar el-Béchir, 71 ans, candidat du parti du Congrès national, a critiqué l'attitude de ses adversaires qui boycottent le scrutin. Il a estimé qu'il n'y avait pas de place pour ceux qui cherchent à gouverner par des conspirations ou des complots avec l'étranger en se rendant soit à Addis Abeba, soit à Paris. En effet, plusieurs groupes opposés à son gouvernement, incluant des rebelles et des partis politiques, ont signé des accords dans les capitales éthiopiennes et françaises. Le président Béchir a pris le pouvoir en 1989 à la faveur d'un coup d'État soutenu par des islamistes. Il a ensuite remporté l'élection en 2010, une élection également boycottée par l'opposition et dont les observateurs ont estimé qu'elle ne respectait pas les normes internationales. La Cour pénale internationale a confirmé ce vendredi en appel l'acquittement du Congolais Mathieu Ngudjoloshui. Il était accusé d'avoir dirigé une attaque contre un village de la République démocratique du Congo en 2003. Une attaque qui avait fait plus de 200 morts. Reportage. Mathieu Ngudjoloshui, 44 ans, avait été acquitté en décembre 2012 faute de preuves. Les juges avaient alors estimé que les 3 témoins clés de l'accusation n'étaient pas crédibles et que les preuves rassemblées par l'accusation ne permettaient pas d'établir sa culpabilité. Les juges de la chambre d'appel ont estimé que leurs collègues de première instance avaient commis quelques erreurs lors du procès en refusant au procureur l'accès à l'ensemble des enregistrements de conversation avec le prévenu au centre de détention. Mais ces décisions n'ont pas eu d'effet substantiel sur le jugement d'acquittement et ne sont donc pas suffisantes pour changer la décision de première instance. La Chambre d'appel estime que les erreurs de la Chambre de première instance n'ont pas eu de conséquences substantielles sur la décision d'acquittement. En conclusion, la Chambre d'appel à la majorité, émettant une opinion différente, confirme la décision d'acquittement et rejette l'appel. Ancien dirigeant présumé du Front des nationalistes et intégrationnistes, une milice congolaise, Mathieu Ngudjolo était accusé d'avoir voulu effacer totalement la population du village de Bogoro dans la région de l'Ituri dans le nord-est de la RDC. Selon l'accusation, des combattants des ethnies Lendu et Ngiti du FNI, avec des hommes de la force de résistance patriotique en Ituri, une autre milice, avaient attaqué le village fin février 2003, tuant plus de 200 civils. Les affrontements interethniques entre milices qui se disputaient les terres de cette région riche en ressources naturelles, dont l'or et le pétrole, avaient débuté en 1999 et ont, selon l'accusation, dévasté la zone. Selon des observateurs, ces violences ont fait plus de 60 000 morts.
Les habitants du Lesotho sont appelés aux urnes ce samedi pour des législatives anticipées. Ces élections sont censées redistribuer les cartes après la tentative de coup d'État militaire du mois d'août dernier. Les détails. Une médiation régionale dirigée par le puissant voisin sud-africain a permis l'organisation de ce nouveau scrutin destiné à désigner une nouvelle majorité, l'armée lésothane étant priée de se faire discrète en restant sagement dans les casernes. Dans un climat de tension exacerbé après la mort d'un passant début février dans une fusillade entre des soldats et des gardes du corps du Premier ministre Thomas Thabane, l'armée avait prévu de dresser des barrages routiers dans la capitale Maseru, mais la communauté de développement d'Afrique australe lui a rapidement fait comprendre qu'il n'en était pas question. Les pays voisins du Lesotho ont pris l'engagement d'aider la police locale à assurer la sécurité pendant ces élections en déployant 475 hommes et le vice-président sud-africain Cyril Ramaphosa a fait une affaire personnelle de l'organisation du scrutin. L'Afrique du Sud, grande puissance de la SADC, est particulièrement concernée par la stabilité de son petit voisin qui est complètement enclavé au sein de son territoire. Et si l'économie du Lesotho est très fortement tributaire de l'Afrique du Sud, cette dernière a investi des milliards de dollars dans le royaume pour alimenter en eau la région de Johannesburg. Le Lesotho, dont la vie politique est passablement agitée depuis l'indépendance, avait connu une alternance en 2012, mais le Premier ministre Thomas Thabane avait suspendu le Parlement en juin 2014 pour éviter un vote de défiance alors que sa coalition politique était en train de voler en éclats. Thomas Thabane avait ensuite destitué le chef de l'armée, le général Latali Kamoli. Celui-ci avait riposté en envoyant ses hommes le 30 août 2014 dernier pour investir les postes de police de Maseru, réputé fidèle au chef du gouvernement. Cela a donné lieu à quelques échanges de tirs qui ont fait un mort. Le Premier ministre avait pris la fuite vers l'Afrique du Sud. 4 ténors du PDCI, parti allié au pouvoir en Côte d'Ivoire, dont l'ex-premier ministre Charles Konabani, ont rejeté jeudi l'appel de Daoukro, un appel lancé par le chef Henri Konan Bédié à soutenir le président Alassane Ouattara dès le premier tour de la présidentielle de 2015. Plus de détails à travers ce reportage. Les consignes du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, allié du président Alassane Ouattara, ont donc été balayés du revers de la main par 4 de ses membres influents. Les intéressés ont également refusé la candidature unique du chef de l'État sortant pour la présidentielle d'octobre. L'ex-premier ministre Charles Konambani, l'ancien ministre des Affaires étrangères Amara Essi, l'ex-vice-président de l'Assemblée nationale Jérôme Kablambro et le député Bertin Kouadio Konan sont surnommés les frondeurs du PDCI. Les uns comme les autres se verraient bien représenter le PDCI à la prochaine présidentielle. Tout ça tourne autour d'un seul individu, Alassane Dramane Ouattara. C'est avec son nom qu'on détruit l'œuvre du fouet, l'œuvre politique, le PDCI RDA. Comment se sent-il, lui, qui prétend être un enfant du fouet, quand à chaque fois son nom est au centre de ce qui divise et détruit l'œuvre du père fondateur? À l'occasion d'une conférence de presse, tous ont fustigé l'appel de Daoukro, portant le nom du fief de Henri Konan Bédié. Rappelons qu'en septembre dernier, à Daoukro, Bédié avait promis à Alassane Ouattara qu'il serait le candidat unique de la majorité. L'appel, nous pensons, nous croyons que c'est un appel qui ressemble quelque part à un diktat, parce que émanant certainement de quelqu'un qui un jour est tombé dans les pratiques autocratiques. La personnalité a déjà appelé à 3 reprises depuis septembre à soutenir le chef de l'État. Le PDCI tient congrès samedi pour entériner cette stratégie qui prive de fait l'ancien parti unique d'un candidat pour la présidentielle d'octobre. Tous les 4, nous n'irons pas à ce. Deuxièmement, nous sommes et demeurons des membres, et j'allais dire importants, du PDCI RDA. La réussite du scrutin d'octobre 2015 est jugée primordiale pour la stabilité du pays. Outre Ouattara, l'ancien président de l'Assemblée nationale Mamadou Koulibaly de l'opposition est candidat à la présidentielle.
Au Niger, des églises ont été brûlées, on se souvient, après les attaques contre Charlie Hebdo. Aujourd'hui, le processus de reconstruction de ces églises est entamé, mais le clergé redoute de nouvelles menaces. Reportage. 7 janvier 2015, jour où les églises de la capitale du Niger ont pris feu. Des manifestations ont éclaté contre la diffusion de nouvelles caricatures du prophète Mahomet par l'hebdomadaire Charlie Hebdo. 80% des lieux de culte chrétiens ont été détruits, brûlés, pillés. Parmi les lieux saccagés, la plus vieille église du pays. Quand je voyais le bâtiment de mon église en feu, j'ai coulé d'abondantes larmes. Et beaucoup parmi nos fidèles ont pleuré. Et il y en a qui, jusqu'à ce jour, sont absents parce qu'ils ont encore peur de certaines rumeurs selon lesquelles il y aura des représailles. Et ils ont même peur des fois qu'on soit en plein culte et qu'on soit encore attaqué. Les chrétiens ne représentent qu'1% d'une population à 98% musulmane. Les deux communautés ont toujours vécu côte à côte, en paix. Certains accusent des imams de faire des prêches trop agressifs, d'autres prétendent que des gangs de jeunes sont responsables. Pour le révérend à la tête de l'église évangélique, ces attaques sont venues par surprise. Ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo, pour les chrétiens, c'est un réveil. Parce que l'église s'est réveillée parce que hier, on ne savait pas qu'on avait des ennemis aussi nombreux, aussi violents avec nous. Mais maintenant, tout le monde est conscient et tout le monde maintenant prend conscience et tout le monde se prépare maintenant pour pouvoir éviter que demain ne se reproduise. Une commission a été créée par l'église évangélique pour faire un état des lieux des dégâts et pour reconstruire les lieux de culte, mais aussi les lieux interreligieux. Cette église et cette école du dimanche ont été à tel point endommagées qu'il ne reste qu'une seule solution, les démolir. C'est l'église. Il faudrait compter 200 à 300 places. Mais des cendres renaissent de nouveaux lieux de culte, les messes sont célébrées comme avant sous des structures temporaires et les fidèles sont de plus en plus nombreux le dimanche. Aujourd'hui, les chrétiens sont plus que jamais déterminés à continuer à servir leur Seigneur. Et ce ne sont pas des destructions ou des ravages qui vont faire en sorte que le christianisme s'arrête dans ce Niger-là. Les chrétiens du Niger, extrêmement minoritaires, n'ont d'autre choix que celui d'offrir leur pardon à leurs agresseurs. Pourtant, le traumatisme de ces 2 jours de janvier ne sera pas oublié de sitôt, même une fois que les reconstructions seront terminées. Le chef du gouvernement libyen a mis en garde ce vendredi au Caire contre l'expansion du groupe État islamique dans son pays. Une expansion qui, selon lui, pourrait atteindre l'Europe. Je vous propose de suivre ici un extrait de sa déclaration. Leur expansion va continuer s'il n'y a aucune force pour les arrêter et les affronter. Ils vont certainement s'étendre encore plus. Ils ont commencé dans quelques zones et provinces limitées en Irak. Maintenant, ils se propagent dans toutes les provinces irakiennes et très rapidement. Si nous ne les encerclons pas et si nous ne créons pas une force pour les vaincre, ils se répandront non seulement en Libye, mais ils pourraient aller aussi jusqu'en Europe. L'armée et la police libyennes n'ont pas reçu les armes et les munitions nécessaires pour lutter contre la propagation du terrorisme. Ce sera tout pour cette édition, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis.